Honnêtement, je n'y croyais pas quand je l'ai vu. C'était comme une note prioritaire sur mon Instagram. C'est comme si Alexander Banala avait commencé à vous suivre. Et j'étais comme, wow, d'accord, évidemment, wow. Quel est le sens de cela? Je ne suis pas vraiment sûre de l'objectif de ce suivi, étant donné que mon profil est public. Donc, vous n'avez pas besoin de me suivre. Vous pouvez simplement regarder mon profil, en privé. Je suppose qu'il voulait que je sache qu'il me suivait, mais vous me connaissez, je ne laisse jamais passer une opportunité. Alors je l'ai contacté dans ses DM. Je suis allée dans les DM d'Alexander Banala. Voici ce que j'ai dit, d'accord? J'ai dit, je suis content que vous appréciez ma série. Souhaitez-vous y participer pour que votre voix soit ajoutée? Et regardez, il est indiqué vu il y a 12 heures. Alexander Banala m'a laissé en vue, tellement triste, très triste. Quoi qu'il en soit, je suppose que nous allons juste lui donner un peu de temps. Peut-être qu'il répondra, peut-être qu'il contribuera. Le but est toujours de m'assurer que je représente les gens de la bonne manière. Nous avons demandé à Brigitte, nous avons demandé à Emmanuel. Personne ne veut me donner de réponse. Alors ce que nous allons faire, cet épisode va simplement commencer là où nous nous sommes arrêtés. Nous avons discuté de Véronique et c'était extrêmement explosif, évidemment pour beaucoup de gens d'apprendre que vous aviez cet individu qui était manifestement très intellectuel et parlait de Chopin et parlait de poésie et de Paul Verlaine et parlait de la nécessité de cette plateforme évoquant une émission en 1977 pour essentiellement plaider en faveur des droits des personnes transgenres. Et je veux parler spécifiquement de Véronique en termes de ce qui a été proposé, quelque chose sur lequel nous ne nous sommes pas concentrés lors du dernier épisode. Il y avait une partie d'une correspondance qui va devenir significative. Donc, quand l'intervieweur a demandé à Véronique, « Vivez-vous seule ?» Souvenez-vous, Véronique a répondu et a dit, « Je ne suis avec personne, mais j'ai vécu avec une femme et conçu cette union à la manière de George Sand et Chopin. » Chopin était probablement un transsexuel. Son style de mélodie, la façon dont il joue, rend cela assez clair. Je pense que l'image qui a été donnée de l'union Rimbaud-Verlaine est une image déformée, caricaturale, qui ne correspond pas du tout. Donc, cet individu trans qui parle exactement comme Brigitte Macron, selon AI Tech, ils disent que c'est la même personne, bien que la voix ait vieilli avec le temps. Ils ont ces mêmes tics dans le discours. C'est-à-dire, mais nous apprenons dans cette petite correspondance que cet individu trans, ou s'identifiant comme un individu trans, ou ayant réellement dit « Je me suis toujours considérée comme une femme », qui utilisait ce nom, Véronique, pour l'interview et a avoué vivre avec une femme. À la manière de George Sand et Chopin, quoi que cela signifie, nous savons que cette personne a un partenaire d'une certaine description, un ami, un partenaire. Je ne sais vraiment pas ce que cela signifie. Mais ensuite, nous avons appris que Jean-Michel Trognot, dans une autre étrange coïncidence, peu de temps après que cette interview ait eu lieu, s'est marié avec une femme nommée, oui, vous l'avez deviné, Véronique. Bien sûr. Véronique Drew, que nous vous présentons maintenant, et Jean-Michel ont célébré leur mariage le 24 novembre 1980 à Blangy-Tronville, une ville nommée Blongé-Tronville ou un village nommé Blangy-Tronville. L'union n'a été annoncée d'ailleurs qu'après coup. D'accord, donc ne s'est pas produit après coup. Le journal local, le Courrier Picard, en a parlé un peu. Et dans cet article, puisque nous ne parlons pas tous français, il est précisé que l'union entre ces deux personnes, entre monsieur et madame Jean Trognot et madame Jacques Droux, a eu lieu dans la plus stricte intimité. Où avons-nous déjà entendu cela? Nous avons déjà entendu cela, n'est-ce pas? Dans la plus stricte intimité, je me souviens que Typhone a utilisé exactement le même langage lorsqu'elle a décrit l'enterrement de son père. Seulement, nous avons appris plus tard que son père n'avait pas été enterré. Il a été incinéré, mais peu importe, c'est ce que Paris Match a dit dans la plus stricte intimité. Donc Jean-Michel Trogg se marie maintenant. Je ne connais pas beaucoup de gens qui se marient et veulent s'assurer que c'est dans la plus stricte intimité. Mais c'est ce qui s'est passé entre ces deux individus, Véronique et Jean-Michel Trognel, et vous ne devinerez jamais qui était le témoin de ce mariage. Brigitte Trognel? Alors, mec, ses frères et sœurs sont vraiment proches, ce qui rend encore plus étrange que plus tard cette personne qui prétend avoir été Brigitte Trognel, qui vit au palais de l'Élysée en tant que première dame, a juste essayé de couper son frère, Jean-Michel Trognel, de sa vie, jusqu'à ce que les journalistes découvrent qu'il y avait quelqu'un qui manquait.
Mais oui, il est enregistré que Brigitte Trogneux était le témoin, le seul témoin qui a signé ce mariage strictement confidentiel. D'accord? Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il est enregistré que Jean-Michel Trogneux et Véronique Drew ont eu un enfant, Jean-Jacques Trogneux. C'est l'enfant que nous vous avons montré qui ressemble presque identiquement à Emmanuel Macron. Il est vraiment difficile de me convaincre que ces deux personnes ne sont pas liées, mais elles ne le sont pas, les gars, pas selon la légende officielle. Ils ne sont certainement pas mariés. C'est le côté de la famille de Brigitte. Et puis, 2 ans plus tard, Jean-Michel Trogneux et Véronique Drew ont une fille, Valérie. Puis, très peu de temps après, ils divorcent. Leur divorce est finalisé en 1987. Maintenant, les choses deviennent très intéressantes. Après le divorce, Véronique Drew se remarie des années plus tard, en 1998. 98, un homme nommé Alan de la Simone. Il est un grand assureur d'Amiens. Maintenant, il est intéressant de noter qu'après son mariage avec Jean-Michel, Véronique s'élève socialement. Elle a maintenant de l'argent et elle commence à vivre la grande vie qu'elle n'avait jamais vécue auparavant. D'accord? Cela peut arriver. Je suppose qu'on peut s'élever dans la vie, mais cela vaut la peine d'être noté. Qu'elle vit d'une manière qu'elle n'avait pas vécue auparavant. Donc, naturellement, le journaliste, Xavier Poussard, l'a contacté. Cela semblait être un bon point de départ, comme si vous essayez de déterminer si Jean-Michel Trogneux a fait une transition et est devenu Brigitte Macron, vous devez être prêt à accepter certaines preuves qui indiqueraient que vous avez tort, que votre thèse est fausse. Et jusqu'à présent, tout le monde revient bredouille. C'est juste qu'ils ne veulent pas vous donner de réponse. Nous obtenons ces photos fabriquées ou des photos qui ne peuvent provenir que de Best Image, uniquement de Mimi Marchand, qui sont des images auxquelles il ne faut bien sûr pas faire confiance, car Mimi Marchand a un lourd passé criminel. Elle a été accusée de nombreux faux, de nombreuses extorsions, et elle a beaucoup de problèmes en ce moment. Donc, de toute façon, Xavier Poussard a décidé de contacter Véronique Drew. Et devinez quoi? Elle a parlé avec lui, comme, c'est étrange, quelqu'un dans la famille, dans l'unité, parlant à un journaliste. Et elle voulait lui parler. Vous savez, quand il l'a contactée sur WhatsApp, elle a dit, oui, fixons un moment pour parler à l'avenir. Et essentiellement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle voulait écarter ces rumeurs sur son ex-mari d'il y a très très longtemps, John Michel Trogneux. Et donc, je vais lire cette partie directement du livre de Xavier Poussard, qui est disponible sur Amazon, intitulé « Devenir Brigitte ». Et je veux que vous vous souveniez, Xavier Poussard est méticuleux. Il a gardé des enregistrements de chaque personne à qui il a parlé au cours de cette enquête de 8 ans. Donc, dans son livre, il écrit ceci à la première personne. Donc, je cherchais à contacter Véronique Drew. Quelle était la matérialité de son mariage avec Jean-Michel Trogneux? Qui était-il? Comment et quand s'étaient-ils séparés? Après avoir épousé Trogneux, Véronique Drew a continué son ascension sociale en épousant Ala Simone, maintenant répertoriée dans le Bâtin mondain. C'est là que j'ai trouvé son numéro. Je l'ai contactée sur WhatsApp. Elle a accepté de me recontacter le lendemain et l'a fait. Notre conversation a duré 1 demi-heure. Même si elle répète les formulations souvent entendues de l'entourage de Trogneux, par exemple, ces femmes sont folles. En se référant à Natasha Ray et Amandine Roy, elle fait d'abord semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit. À propos de Jean-Michel devenant Brigitte, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur, je ne sais pas. C'est ridicule. De toute façon, parce que j'ai 2 enfants avec Jean-Michel. J'ai vu sur YouTube qu'ils ont fait un arbre généalogique où ils ont même suggéré que je pourrais être la mère de Macron. Véronique Drew fait bien sûr référence aux questions soulevées par les internautes sur la ressemblance physique frappante entre Emmanuel Macron, le mari de Brigitte, et Jean-Jacques Trogneux, le fils de Jean-Michel Trogneux. Elle continue et dit « Écoutez, monsieur, je suis divorcée de Jean-Michel Trogneux depuis de nombreuses années. Écoutez, monsieur, je me suis remariée et mes enfants sont ici. Je ne veux pas de problème, mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte. C'est ridicule. J'avais 2 magasins de chocolat à Beauvais. Eh bien, j'avais 2 enfants, ça n'a pas marché. Alors, je suis retournée vivre chez ma mère et c'est tout. Mais je peux vous dire que Jean-Michel n'est pas Brigitte. Xavier dit « Je la prends au mot ». Et je lui demande des photos de son passé partagées avec Jean-Michel Trogneux, promettant
que, si elles sont concluantes, de clore l'affaire sans même publier ses photos. Et Véronique Drew lui dit « Brigitte m'a dit de ne pas m'en mêler. Je ne veux pas de problème concernant mes enfants ou à propos de... Ce n'est plus pertinent pour la famille. » D'accord? Donc, quelques points que je veux que vous reteniez, juste pour souligner à propos de cette petite correspondance. Elle dit à Xavier qu'après le divorce entre elle et Jean-Michel Trogneux, elle est allée vivre chez sa mère. D'accord? Elle souligne également avec insistance que Brigitte n'est pas Jean-Michel Trogneux, mais aussi que Brigitte lui a dit de ne pas s'en mêler. C'est assez étrange d'emblée, c'est étrange parce que vous avez 2 enfants avec son frère et vous voulez me dire ça. Ce n'était pas seulement votre ex-mari, Jean-Michel Trogneux, la personne avec qui vous avez élevé vos enfants, qui vous a dit quelque chose, mais plutôt son ancienne. Sa sœur, votre ancienne belle-sœur. Qui vous a dit de ne pas vous en mêler? D'accord, cela semble un peu étrange. Je m'attendrais à ce qu'elle dise « Jean-Michel Trogneux m'a dit de ne pas m'en mêler. Vous êtes tous fous, allez-vous-en. » Mais d'accord, mettons cela de côté. Vous voulez vivre avec votre mère après le divorce et pour une raison quelconque, vous écoutez ce que Brigitte Macron vous dit de faire plutôt que votre ex-mari que vous n'avez pas mentionné dans cette conversation et qu'elle ne mentionne pas dans le cadre de sa relation actuelle avec... D'accord, donc revenons à la conversation de Xavier, revenons à première personne. Il dit cela dans son livre « Moi ». Xavier, je soutiens qu'elle devrait demander des comptes à Brigitte Macron parce que c'est à cause de son silence que sa propre photo ainsi que la photo de ses enfants, John Jack en particulier, circulent sur les réseaux sociaux. Elle me coupe et inexplicablement lâche. Et aussi, je connais le père de Macron. Eh bien, je ne le connais pas très bien, mais il était chirurgien à l'hôpital d'Amiens. Mais je ne savais pas Emmanuel Macron. Nous vivions à Toulon, je ne le connaissais même pas. Je l'ai vu au mariage de ma fille, la première fois que je l'ai jamais vu. Puis j'entends une autre personne sur la ligne. Véronique Drew s'arrête, visiblement embarrassée, comme si elle était allée trop loin. Elle se ressaisit et me demande « Eh bien, et quel est votre nom ?» Fin de la conversation. Donc, nous devons comprendre de cette conversation que quelqu'un était dans la pièce. « D'accord, dit-elle, je vais accepter de parler avec vous. » Et puis, il y avait quelqu'un dans la pièce quand elle avait cette conversation avec Xavier Poussard. Cela l'a arrêtée quand elle a donné un détail aléatoire, mais très intéressant qu'elle connaissait le père d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron, mais elle ne savait rien d'Emmanuel Macron jusqu'à ce qu'il apparaisse au mariage de sa fille, Valérie. Et, inutile de dire, elle n'a jamais fourni à Xavier Poussard des photos de son ex-mari ou de leur mariage strictement privé, tout ce qui aurait pu immédiatement dissiper ces rumeurs, ces années manquantes, pour ainsi dire, de sa vie et de celle de Brigitte Trogneux. Cela aurait simplement tout réglé. Ils ne sont jamais prêts à faire ça, n'est-ce pas? Donc après, Xavier Poussard fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a enquêté sur ce qu'elle lui avait dit, d'accord? Véronique était-elle le Serge Sand du Chopin de Brigitte Macron? Vivaient-elles? Peut-être ensemble? Et a-t-elle peut-être aidé Brigitte Macron, à finalement créer un alibi pour son passé? Ou disait-elle la vérité? Tout le monde était-il fou? Et Jean-Michel Trogneux était-il simplement son ex-mari et il est bien vivant? Il ne peut tout simplement pas parler à qui que ce soit en ce moment. Eh bien, je peux vous dire que Xavier a pu déterminer cela. Il y avait un comportement très étrange de la part de Véronique après son divorce de Jean-Michel Trogneux, à savoir qu'elle refusait de reconnaître son mariage précédent avec Jean-Michel Trogneux, même lorsque cela lui était imposé par la loi. Par exemple, dans un document fiscal, le voici daté de janvier 1992, elle a indiqué qu'elle n'avait été mariée qu'une seule fois, auparavant à un homme nommé Serge François. Et d'ailleurs, c'est vrai. Elle avait d'abord épousé Serge, puis elle a épousé Jean-Michel Trogneux. Mais, bien sûr, elle avait 2 mariages, et elle omet Jean-Michel Trogneux. Elle dit « Je n'ai été mariée qu'une seule fois ». C'est un mensonge. Qui, parmi nous, mentirait sur un document fiscal? C'est un terrain très dangereux. Vous ne voulez pas être pris en train de mentir sur des documents fiscaux, et pourtant elle l'a fait. Elle a supprimé un de ses mariages. Puis, elle l'a refait dans un collectif immobilier public qu'elle a monté pour acheter sa maison en Corse.
Je pense que ce serait similaire à mettre votre maison dans une SARL. En 2008, elle a déclaré qu'elle n'avait en fait jamais été mariée auparavant dans un document délivré par un notaire. Elle a menti en présence d'un notaire et a de nouveau supprimé son mariage de Jean-Michel Trognon, qui lui demandait essentiellement de prétendre qu'elle n'avait jamais été mariée à Jean-Michel Trognon sur les documents. Elle l'a simplement supprimé pour le reste de sa vie, semble-t-il, tout ce que Xavier pouvait trouver. Il a également pu déterminer à travers des documents qu'elle, avait menti au téléphone quand elle a dit qu'après le divorce, elle est allée vivre chez sa mère. Il a pu trouver des documents qui lui ont révélé qu'en réalité, elle est allée vivre dans un appartement à Amiens qui appartenait à Jean-Michel, le père de Trognon. Donc, la famille Trognon l'a logée dans un appartement. Et je ne sais pas, je suppose que ce n'est pas totalement étrange que votre beau-père puisse faire cela, mais ce qui est étrange, c'est que vous mentiez à ce sujet des années plus tard, quand les gens commencent à poser des questions sur votre ex-mari. D'accord? Très étrange. Il est également intéressant de noter qu'à peu près à l'époque de leur divorce, d'accord, ils sont officiellement divorcés en 1987. On peut supposer qu'ils se sont séparés quelque temps avant cela. Parce que pour que votre divorce soit finalement tamponné, finalisé et scellé, cela prend généralement un peu plus de temps. Peut-être 1 an, si vous allez vraiment vite. Mais c'est à ce moment-là que Brigitte Macron, la Brigitte Macron que nous connaissons. D'accord? Le dossier public, Brigitte Macron, c'est à ce moment-là qu'elle commence sa carrière très publique et traçable en tant qu'enseignante. D'accord? Elle y va et entre en 1986 à l'école Lucie Berger, change soudainement de carrière, changement de carrière total. Et puis c'est tout ce qu'ils veulent nous montrer. Oh, regardez, elle était enseignante ici et enseignante là et enseignante là-bas. Et bien sûr, l'amour futur de sa vie, Emmanuel, n'avait que 9 ans. Donc c'était juste 5 ans de plus, 5 ans de plus. Et puis Brigitte Macron, celle que nous connaissons, rencontrera l'amour de sa vie. Oh, ai-je dit l'amour de sa vie. C'est un bon moment pour vous dire que la plupart de ce que vous pensez savoir sur Emmanuel Macron jusqu'à présent, son héritage, oui, ce n'est tout simplement pas vrai objectivement. Emmanuel a eu un coup de pouce majeur dans la vie. Ce type est tellement privé, nous ne savons pas grand-chose sur lui. Ce que nous savons de lui est, je dirais, assez sinistre. C'est assez sinistre. Ça me fait penser, je ne sais pas à quoi ce film. Un crime dans la tête. Très bien. Concernant Emmanuel Macron, nous vous avons peut-être accidentellement raconté quelques mensonges. Je ne sais pas. Nous vous avons dit ce que les médias ont dit à son sujet. Et les médias ont certainement raconté des histoires à son sujet, le peignant comme ce virtuose de Mozart, juste en avance sur son temps, essayant de, je ne sais pas, faire en sorte que tout le monde adhère à cette histoire, qui est au mieux une histoire de viol statutaire, et pourrait encore être poursuivie d'ailleurs jusqu'à la fin de cette année, ce qui serait fascinant. Mais oui, la presse a dit à tout le monde qu'il était juste cet écrivain incroyablement doué qui aimait aussi cela, jouer du Chopin pour Brigitte au piano. Ok, cool. D'après le livre de Xavier en 2020, le mythe de l'écrivain Macron a été définitivement démystifié par un journaliste. Il n'arrêtait pas de dire qu'il écrivait ses romans et Brigitte parlait de sa passion pour l'écriture lors des interviews. Eh bien, essentiellement, ils ont réalisé que non, ce n'est pas vrai. Rien de tout cela n'est vrai. Et ils l'ont fait créer cette idée de lui simplement parce qu'il voulait que le public croie qu'il était ce génie et qu'il méritait donc d'être soudainement au centre. En tant que politicien, qu'il avait eu ce parcours où il était en quelque sorte un jeune prodige. Et comme je l'ai dit, cela ne pourrait pas être plus éloigné, Charm, la vérité. La réalité est que la véritable histoire d'Emmanuel Macron est plutôt une imposture. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. D'accord, c'est comme ça que vous le diriez. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. Comme nous l'avons souligné auparavant, on ne sait pas grand-chose de son enfance, d'accord? C'est bizarre, ça devient très étrange. Sa mère, nous le savons maintenant, était responsable du programme de réassignation de genre au Bureau de la Sécurité sociale. Son père était psychiatre, mais selon Véronique, elle n'avait aucun souvenir d'Emmanuel ayant été en sa présence. Sa grand-mère, Manette, nous le savons, était certainement impliquée dans son enfance.
c'est la seule dont il parle avec affection ou même qu'il relie à son enfance dans son livre. Nous savons aussi que grand-mère avait un penchant pour les livres centrés sur la pédophilie. C'était le truc de grand-mère. Que voulez-vous faire? Elle aime ces livres, comme ceux centrés sur la pédophilie. Elle est juste du genre « Hey, est-ce un pédéraste? » Ouais, c'est vraiment cool. Parlons d'André Gide. Parlons-en. Parlons de tous ces passages étranges. Moi et mon petit enfant, nous partageons cela l'un avec l'autre. Comme je l'ai dit, nous avons appris qu'il était un peu solitaire. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Les amis, les gens qui allaient à l'école avec lui, ne savaient même pas ce que faisaient ses parents. Eh bien, selon le livre du Wall Street Journal, la montée calculée de Macron, c'était la famille Rothschild, la banque Rothschild, qui avait tout à voir avec son CV professionnel. Et assez curieusement, Xavier Poussard avait découvert que la banque avait commis une erreur interne dans leurs documents en listant Macron, qui est censé être né à Amiens, comme étant né à Paris à la place. Et ils ont fait cette erreur. Sur plusieurs documents, d'ailleurs. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et la réalité est, bien sûr, que cela revient sans cesse. Que l'on nous dit dans la biographie officielle qu'il est né à Amiens. Ensuite, bon, nous avons l'ancien maire d'Amiens qui a dit non, il est, tout que toi, comme venant de la région du Touquet. Maintenant, nous avons les Rothschild qui rapportent qu'il est né à Paris et nous ne savons tout simplement pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous ne savons vraiment pas. Mais nous avons cela, des procès-verbaux de la banque Rothschild. Ici, il est dit qu'il est né là, le 21 décembre 1977 à Paris, et ils refont cela. Et il continue simplement à faire cette erreur totale qu'il est né à Paris, mais cela doit avoir été une erreur administrative. Maintenant, Emmanuel lui-même n'a jamais nié sa proximité avec les Rothschild. En fait, il a dit cela en 2012 et, je cite, « J'avais un parcours tellement inintelligible. Personne ne pouvait me comprendre en dehors de Rothschild. » D'accord. Et quand il est devenu conseiller économique du président socialiste François Hollande, il a dit que David Rothschild, je cite, « connaît mon engagement. Je suis sa couverture, sa protection. Quand la gauche est au pouvoir, je serai son protecteur. » Hein? Ah. De quoi parles-tu? Que dis-tu? Que dis-tu, Emmanuel Macron? Tu vas être son protecteur quand tu seras au pouvoir? Je vais te lire ce passage concernant son ascension à la banque Rothschild parce qu'apparemment, sa montée en grade n'avait aucun sens pour ses collègues. C'est tiré du livre de Xavier, je cite, « Au sein de la banque, la progression d'Emmanuel Macron a surpris beaucoup de monde. » Cyril Harfouche a expliqué qu'il avait été identifié comme une personnalité très singulière avec beaucoup de contacts. Et Sophie Javary, qui l'a formé chez Rothschild & Co., rapporte qu'il avait des contacts de très haut niveau pour nos dossiers avec des liens avec l'État. Selon elle, ses collègues les plus expérimentés étaient surpris par ses soutiens au plus haut niveau de la banque, notamment David Rothschild et son bras droit, François Henrot, qui lui permettait occasionnellement de contourner sa hiérarchie immédiate. Ce soutien lui a permis de devenir, à l'âge de 32 ans, le plus jeune associé gérant de l'histoire de la banque. Même si, selon d'autres employés, il était un piètre technicien, Macron n'y connaît pas grand-chose. Lors des réunions, nous ricanons et réfléchissons ardemment. Voici une autre perle de Macron. Maintenant, en rapportant d'autres confidences de Rothschild et de co-dirigeants, le journaliste Mark Endewald confirme l'amertume suscitée par sa promotion accélérée. Chez Rothschild, il a la réputation de n'avoir jamais écrit une équation. Il ne savait même pas ce qu'est l'EBITDA, le bénéfice d'exploitation d'une entreprise. David de Rothschild a dû, pour le citer, les violer, pour le nommer associé gérant. D'accord, l'idée qu'un associé gérant de la banque Rothschild ne sache pas ce que signifie. EBITDA, comme ça, je veux dire, je ne suis pas une institution financière ici. Bénéfice avant intérêts et impôts, il ne savait pas ce que c'était. Et donc les gens autour de Rothschild qui
ont observé son ascension et en étaient amers, sachant que David de Rothschild y avait contribué. Encore une fois, vous pouvez lire à ce sujet dans le livre du Wall Street Journal. Vous pouvez lire à ce sujet dans le livre de Mark Andewald, Le passé ambigu de Macron. Les gens ne comprennent pas comment il a été en quelque sorte promu dans cette banque. Et d'ailleurs, cette promotion a en fait eu lieu, avant même qu'il n'arrive à la banque Rothschild. Cela s'est également produit à l'école. On nous a dit qu'il était Mozart, n'est-ce pas? On nous a dit que ce gamin avait juste ce qu'il fallait. Il était tout simplement brillant. Ils vont trouver ce point assez étrange. En 2002, à l'âge de 25 ans, Emmanuel Macron a été admis à l'ENA. C'est une école. C'est essentiellement l'École nationale d'administration, un programme de 3e cycle français. Hyper élitiste. C'est la meilleure façon pour moi de l'expliquer aux auditeurs anglophones, d'accord? Pourtant, il a échoué 2 fois à l'entrée de cette école. Et puis il a été admis comme par magie sans avoir à répondre à la question posée lors de l'examen oral. C'est une composante pour entrer dans cette école d'élite que vous devez essentiellement fréquenter pour obtenir comme un poste de haut niveau en tant que cadre financier. Ils lui ont simplement permis d'être admis sans passer l'examen oral, comme si cela avait déjà été fait auparavant. D'accord. Puis, d'une manière ou d'une autre, il se retrouve en tête dans le classement de sa classe et est capable de rejoindre les inspecteurs généraux des finances et ses étudiants. Autour de lui, ses collègues, autour de lui savaient clairement qu'il était un idiot et que cela signifiait que les classements étaient truqués. Il y a donc eu une réaction publique parmi les autres étudiants de son année. Ils se sont littéralement mobilisés contre les résultats frauduleux, ce qui a ensuite conduit le Conseil d'État à devoir intervenir et annuler les classements de l'école pour cette année-là, pour la première fois dans l'histoire de l'école, d'accord? Pour la première fois dans l'histoire de l'école, pouvez-vous imaginer cela? Comme un programme de MBA, et vous vous dites, ce gamin est un idiot, je ne sais même pas comment il est arrivé ici. Et puis il publie les classements, c'est le gamin le meilleur de la classe. Et puis ils ont tous dit, qu'est-ce qui se passe ici? Clairement, c'est cuit. C'est complètement cuit. Et ils impliquent le conseil d'État, et ils disent, vous savez quoi? Que diriez-vous de ne pas avoir de résultats cette année? Genre quoi? Un petit point rapide à ce sujet d'ailleurs, c'est qu'en 2021, quand Emmanuel Macron était président, il a décidé de essentiellement annuler l'ENA. Il se dit « Oh, nous avons en fait besoin de plus de diversité dans la banque, donc nous ne devrions même pas avoir ce programme. C'est ridicule, c'est fou. Nous avons juste besoin de avoir plus de diversité. » Ouais, ok mon pote, je suis sûre que c'est ça. On dirait que peut-être toute ta carrière, tu étais juste préparé pour ce moment de devenir le président de la France. Et toi, en fait, ce que tu es, c'est la seule chose que nous pouvons vérifier. C'est un étudiant en théâtre. Tu sais comment jouer et faire semblant d'être le président. Alors qu'il y a clairement quelqu'un derrière toi qui t'a dirigé tout au long de ta vie. Un autre point étrange était que lorsqu'il a été admis à la banque Rothschild en 2008, il était censé avoir publié un ordre du ministre qui lui accordait une dispense du service civil obligatoire. Pour une raison quelconque, il a été exempté de cette procédure obligatoire, donc il n'a même pas eu à réintégrer son service civil lorsqu'il a ensuite quitté la banque et a été magiquement nommé dans l'équipe du président Hollande. En tant que conseiller économique, genre quoi? En fait, le vice-président du Conseil pour l'éthique juridique de l'État s'est exprimé à ce sujet. Il a remarqué qu'il n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Il n'avait jamais vu quelqu'un obtenir une exemption à ce sujet sans avoir à suivre certaines étapes. Je suis sûre que, tout comme les étudiants de l'ENA, il n'avait jamais vu quelqu'un qui ne pouvait même pas entrer à l'école, qui manifestement n'était pas le meilleur de la classe, être magiquement récompensé. Et entendre dire, en fait, c'est l'élève le plus brillant de la classe, en fait. Et voilà. Et ils étaient indignés. Ils auraient dû être indignés. Il ignore les bidas. Ça ressemble à, en fait, c'est un idiot. C'est un idiot en matière de finances. Et il ne pourrait probablement pas parler de manière éloquente de quoi que ce soit. Et il est juste dans la performance. Cela me fait penser à l'histoire de ce politicien quand il parle des Pyrénéens. Oh, ma grand-mère est-elle, vous savez, tout ce que mes arrière-grands-parents voulaient, c'était qu'elle apprenne le français, vous savez.
parce qu'elle ne parlait que le pyrénéen. Et il dit, ce n'est pas une langue, mais une langue. C'est pourquoi je dis que cela me rappelle, c'est le candidat, Mandchou. Maintenant, concernant la famille Rothschild, il y a tellement de choses que je pourrais dire ici, mais je ne veux pas que cet épisode soit censuré sur YouTube. Il suffit de dire que vous pourriez rechercher n'importe lequel d'entre eux. Les liens avérés avec Jeffrey Epstein, les divers scandales pédophiles et d'inceste qui abondent et ont entouré cette famille. Vous pourriez rechercher n'importe quoi, mais sachez cela, tout journaliste qui commence à écrire à ce sujet en France doit faire face à des accusations d'antisémitisme. D'accord. Oh, mon Dieu. Dieu nous en préserve, vous rapportez effectivement des faits concernant la famille Rothschild et leur empire. Ce que je vais faire ici à la place, c'est vous laisser avec ce qu'a dit Xavier Poussard, car je pense qu'il a résumé cela de manière assez brillante concernant les Rothschild. Il a écrit notoirement que la longévité et la préservation de la fortune des Rothschild reposent sur une pratique extensive de l'endogamie et des alliances entre cousins, essentiellement de consanguinité. Lors d'une conférence au Musée d'histoire de l'art, Nathalie Reims, cousine de David Rothschild, est allée plus loin en déclarant, je cite, « Une pratique très courante dans de telles familles. Le vice est agréable, mais l'inceste est le meilleur car il reste dans la famille. Nous sommes simplement élevés pour être silencieux afin que rien ne sorte. Nous sommes élevés avec ce poids pour nous assurer, et cela fonctionne, que nous ne parlons jamais. » Xavier conclut en disant des mots qui résonnent, ce que nous avons rencontré tout au long de notre enquête sur Brigitte, une famille cloîtrée dans le silence, zélée pour protéger un secret de famille, zélée pour protéger un secret de famille, qui est devenu une affaire d'État. Et je vous dis dans ce chapitre de clôture concernant les Rothschild et les scandales qui abondent, y compris les scandales qui concernent David de Rothschild, vous voudrez lire le livre de Xavier Poussard, Devenir Brigitte. Parce que ce que je vous ai donné jusqu'à présent est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Je ne peux pas vous expliquer combien scandales de pédophilie. J'ai de nouveau retiré cela de ce podcast parce que c'est sur YouTube, donc je dois rendre cela aussi adapté à tous les publics que possible. Il ne peut pas être continuellement le cas que ce ne sont que des coïncidences, d'accord? Il y a tout simplement beaucoup trop de coïncidences qui s'accumulent. Vous ne pouvez pas jouer la carte de tous mes potes sont pédophiles et trans, sauf moi. Je ne sais pas. Je me sentirais juste un peu bizarre à ce sujet, n'est-ce pas? Si vous aviez juste une personne dans votre vie et que vous vous disiez « Je jure que tout le monde autour de moi est impliqué dans ça, mais pas moi. » N'est-ce pas? C'est un peu ce qu'Emmanuel Macron essaye de nous vendre en ce moment. Tout le monde est impliqué dans tout ça, mais pas moi. Je le regarde maintenant après avoir lu ce livre et je pense qu'il est idiot. C'est juste une marionnette. Et il a été préparé depuis qu'il était enfant, mais préparé par qui? Qui est son père? Qui était son père? S'il n'a pas cette relation avec Jean-Michel, et nous avons découvert tout au long de cette affaire qu'il ne semble pas vraiment avoir de relation proche avec ses parents, ou ceux-ci, ses médecins peut-être, je ne sais pas, vous pouvez leur poser des questions précises, mais ils ne veulent pas répondre à ces questions parce qu'ils savent que nous avons compris le jeu. Et le jeu, c'est que vous devez être très précis dans la façon dont vous leur posez des questions, car ils peuvent changer d'identité et ils peuvent changer de nom. La famille a cette capacité. Donc, si vous vous demandez pourquoi Xavier Poussard n'a jamais été poursuivi par la famille Macron, qu'est-ce qui a exactement sauvé Xavier Poussard? Alors que les femmes, Natasha Wright et Amandine Roy, qui ont fait un travail formidable, ont fini par être poursuivies pour de petites erreurs. La réponse est en fait assez drôle parce qu'elle se résume en quelque sorte aux différences entre les hommes et les femmes. Donc, je dirais que les hommes, les femmes avant tout, ont tendance à être plus intuitifs. Nous sommes plus intuitifs, nous suivons notre instinct. Je dis ça tout le temps à mon mari. Cette personne me donne juste une mauvaise impression. Je ne fais pas confiance à cette personne. J'ai tendance à suivre beaucoup plus mon instinct. Je crois vraiment que nous avons l'intuition divine, surtout dans ce qui concerne nos enfants.
Mais les hommes ont tendance à être un peu plus techniques, n'est-ce pas, où ils auront besoin de calculer mathématiquement quelque chose pour être sûrs de quelque chose, et ils remettront en question les choses, et peut-être ne suivront pas toujours leur instinct ou ne suivront pas leur instinct du tout. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Natacha Ray et Xavier Poussard. Donc, Xavier Poussard a utilisé une technologie, je vous en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, où il y a quelques jours dans l'épisode. Mais je veux vous démontrer cette technologie parce que quand il me l'a dit, mon cerveau de fille a juste pensé, d'accord, je ne suis pas dans l'IA, je ne suis pas dans la technologie. Mais ensuite, quand il m'a expliqué que cette technologie connue sous le nom de FACE était en fait répertoriée par le Forum économique mondial parmi ces 11 entreprises les plus intelligentes, d'accord? Elle est basée à Pékin, en Chine. Comme je vous l'ai mentionné, c'est ce que la Chine utilise comme logiciel pour la reconnaissance faciale. Et quand il m'a montré à quel point c'est précis, j'ai été positivement choquée. J'étais vraiment choquée, émerveillée et ensuite terrifiée par la direction que prend le monde. Quand vous pensez à ces mondialistes qui, je crois, veulent nous transformer en sorte d'esclaves technologiques et en reconnaissant que cette intelligence artificielle est d'une précision incroyable, et donc, oui, cela s'est évalué à 1 milliard de dollars. D'après le site web de VOEF, on nous dit qu'elle a été fondée en 2011 et qu'elle est un leader dans l'industrie des machines, de l'intelligence artificielle visuelle et des systèmes de reconnaissance faciale. Donc, je veux vous montrer, tout comme il me montrait cette technologie, et que je la testais pour voir si elle pouvait se tromper, à quel point elle pouvait être précise, parce que nous vivons maintenant à une époque de chirurgie plastique, n'est-ce pas? Les femmes peuvent littéralement changer leur visage. Et le fait que cette technologie soit encore capable de reconnaître qui est cette personne est incroyable pour moi. Voici donc un exemple qui est également présenté dans son livre, mais je veux souligner Kim Basinger, là, à droite, qui a beaucoup modifié son visage. D'accord? Elle sait toujours, elle regarde et elle dit « Oui, non, c'est toujours Kim Basinger ». Et cela revient avec un pourcentage et vous dit essentiellement que vous atteignez la plage de 75%, vous dépassez 70% et c'est très élevé. Comme, oui, nous sommes certains que c'est elle et c'est bien elle, c'est précisément elle. Je vais aussi vous montrer qu'il est même capable de prendre une photo d'enfance et même si cela pourrait le rendre plus bas ou diminuer et que vous n'atteignez peut-être pas la plage des 70, vous pouvez atteindre la plage haute des 60, il est toujours capable de vous dire que oui, c'est la bonne personne. Donc, vous voyez ici, Shirley Temple en bas là, Hillary Clinton. Je veux dire, son visage n'a vraiment pas beaucoup changé depuis qu'elle était enfant, avec 78% de confiance en haut là. Bien sûr, vous avez la princesse Diana. Vous avez la reine. Il est capable de revenir et de vous dire, malgré tout ce temps et cet âge, que c'est la même personne, ce qui est incroyable. Comme je l'ai dit. Alors, voici la raison d'ailleurs qui, pour moi, j'aurais été, si j'avais dû parier sur un cheval, j'aurais parié sur Natacha Ray et ses instincts. Quand elle a vu pour la première fois cette photo de André, Louise à son mariage. Et puis elle a découvert qu'il avait un cousin qui s'appelait John Louise. D'accord? Donc, en regardant simplement cette photo à gauche, il y a la photo de mariage, évidemment le marié. À droite, il y a son cousin. C'est John Louise, donc ce sont... J'aurais pensé que c'était la même personne. Alors elle a regardé cette photo et elle s'est dit « Non, je pense en fait. » Que la personne sur la photo est ce gars-là. Et je pense qu'il nous manipule et si j'avais juste regardé ces photos et fait confiance à mes propres yeux, j'aurais totalement approuvé ce que Natacha Ray a dit. Cela semble être exactement la même personne. Mais Xavier Poussard, donc Natacha, a dit cela ou l'a écrit et elle a été poursuivie pour diffamation. Xavier Poussard, au lieu de cela, a utilisé ces deux photos dans sa technologie et cela lui a dit non. Ce n'est pas la même personne dans Face++. Le résultat est revenu à 52% faible. Alors il a dit, d'accord, je dois manquer quelque chose, je vais me fier à la technologie. Elle me dit que ce sont deux personnes différentes. Ils se ressemblent tellement, ses cousins germains se ressemblent beaucoup, mais la technologie l'a détecté. Et bien sûr, nous avons ensuite appris, comme nous l'avons couvert hier, ou il y a 2 jours en fait, que c'était effectivement une personne différente, que Jean-Louis Osier était un cousin germain. Il n'était pas, en fait, la même personne qui était photographiée là, ce qui est la raison pour laquelle elle a été poursuivie pour diffamation, encore une fois, sans attaquer le fond de ses affirmations.
sans attaquer si Brigitte avait ou non fait la transition de Jean-Michel Chagnaud, mais plutôt en attaquant une erreur. Cela va arriver lorsque vous enquêtez sur une histoire et que les gens refusent de vous donner des réponses, et souvent en vous envoyant intentionnellement sur la mauvaise voie, n'est-ce pas? Donc, concernant Brigitte Macron, qui a maintenant changé de visage, comme nous l'avons appris, nous savons qu'elle consulte ce médecin, elle subit une chirurgie de féminisation. C'est une bonne méthode. Et en plus, elle a maintenant dans les 80 ans, n'est-ce pas? Et nous n'avons que des photos. De son enfance, seulement des photos de Jean-Michel Dragneau, de son enfance. Quand vous comparez cela avec la technologie renvoie cela de cette manière. Elle nous dit qu'il y a une forte probabilité, et cela avec des dents artificielles, des dents différentes, n'est-ce pas? Cela nous dit que c'est ce garçon sur cette photo de classe, d'accord? C'est ce garçon sur cette photo de classe. Cela passe de normal à élevé, le plus élevé étant à 17,3%. Et c'est juste avec la photo de classe et des années de travail, d'accord? Nous ne comparons même pas cela aux photos de classe, quand elle avait encore les dents que vous voyez là sur le côté gauche, n'est-ce pas? Quand Brigitte avait encore des dents, c'est avec une tonne de travail effectué par le magicien pour la communauté transgenre, n'est-ce pas? Un gars qui peut te transformer en femme. Il te regarde les femmes comme si elles étaient de l'argile. Et il est toujours certain que c'est Brigitte Macron, d'accord? Que ce petit garçon est devenu Brigitte Macron. Il est également certain que la femme sur la photo de mariage, donc plus âgée sur Brigitte Trognaud, qui a épousé André-Louise, n'est pas la première dame, Brigitte Macron, que nous voyons aujourd'hui. Il est peu probable que ce soient les mêmes personnes. Qu'est-ce qui se passe ici? Que voulez-vous dire? Il est peu probable. Cela nous donne peut-être la réponse à pourquoi elle ne répondra pas. Elle ne rejoindra pas un procès et n'affirmera pas formellement en disant simplement « c'est moi sur la photo, d'accord ?» Elle ne répondra pas à mes questions. Comme notre équipe juridique est intervenue et nous avons dit « nous ne voulons pas mentir », tout comme Xavier, nous ne sommes pas ici pour répandre des mensonges, d'accord? Ça ne m'aide pas. Cela ne donne pas envie à mon public de revenir à mon émission quand je suis pris en flagrant délit de mensonge intentionnel et de diffamation pour le simple plaisir. Aide-moi à t'aider, Brigitte. Est-ce toi sur la photo de mariage? Elle ne veut pas répondre à cette question, d'accord? Eh bien, si nous nous tournons vers la technologie de l'IA, la raison pour laquelle elle ne répond pas à cette question est que ce n'est pas elle sur la photo, d'accord? C'est quelqu'un d'autre. Et cette personne se faisait appeler Brigitte Trognaud. C'est très intéressant. Jean-Michel Trognaud à ce mariage. Nous ne sommes pas autorisés à voir des photos de lui à ce mariage parce qu'apparemment toutes les photos ont été détruites, à l'exception de 2 photos persistantes de je pense qu'il est important d'en parler. André, Louis. Et pareil pour Brigitte Trognaud. Nous découvrons simplement que, malgré toutes les photos qui devraient être disponibles, nous ne pouvons même pas mettre la main sur des photos d'école. Photos d'école? Nous, simplement, ils ne veulent pas les donner, ils ne veulent pas les céder. Rien n'existe. Tout a simplement été supprimé. Une personne entière a juste été effacée. D'accord. Et concernant la photo de communion, que nous avons immédiatement regardée et dit « Cela ne ressemble en rien à la première dame », je regarde mes yeux. Cela renvoie cette réponse. Le texte dit « Non », encore une fois. « Bah ». « Non ». Ça n'arrive pas. Désolé. Ce n'est pas elle. D'accord? Alors, qu'en déduisons-nous? Ce que nous en déduisons, c'est que les photos que Mimi Marchand, Best Image Agency, Mimi Marchand, qui est avec les gangsters en train de travailler, s'assurant que les scandales pédophiles ne parviennent pas à la presse, des scandales pédophiles répugnants, elle empêche cela d'atteindre la presse. Elle est la papesse des médias de célébrité. Rien ne s'imprime sans son accord. La personne par laquelle les réalisateurs de documentaires doivent passer pour obtenir des images de la première dame. Et puis, quand ils obtiennent ces images, elles sont rares, mais 3 ont fait leur entrée dans le domaine public de son enfance. Et toutes ces photos, 1 ou 2 de son enfance plutôt, et 1 de son mariage, prétendu mariage. Eh bien, le logiciel technologique chinois, approuvé par le WEF comme le meilleur du domaine, nous dit que ce n'est pas l'actuelle première dame de France. Que devons-nous en penser?
Que devons-nous en penser? Le silence, la moquerie, les techniques d'intimidation, s'en prendre aux gens pour des impôts, envoyer l'équivalent figuratif ou le fisc français pour s'en prendre aux gens quand ils ne peuvent pas les avoir pour diffamation, s'en prendre, essayer de découvrir qui finance les gens. Nous ayant vu, comme nous l'avons fait par le passé, notre interview avec Xavier Poussard retirée de YouTube pour des raisons étranges, exiger la censure, accusant Xavier Poussard d'antisémitisme pour un article qu'il a écrit qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec quoi que ce soit concernant Brigitte Macron, mais il a dit dans un article qu'il a écrit il y a 5 ans sur le pouvoir qui contrôle tous les médias en France, il l'attaque. Pour antisémitisme, il n'a même pas... Dites, ces personnes sont juives. Il a juste écrit les noms des personnes qui ont du pouvoir dans les médias en France. Il cherche n'importe quoi. Plutôt que juste quoi? Nous montrer des photos de votre vie, mariée, à André Lewis, allez-vous nous dire que cela a également été détruit de la même manière? Ou devons-nous en conclure que la personne qui vit au palais de l'Élysée, la personne qui a définitivement préparé le président, qui n'a en fait pas été si honnête sur son passé, qui n'est pas le génie, le virtuose qui a été présenté au public, Brigitte Macron peut-être, et Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux qui, lors d'une transition, l'image que je vois en ce moment, et je suis heureux de la corriger à nouveau parce que je sais que vous regardez au palais de l'Élysée. Veuillez simplement répondre à nos 21 questions parce que l'image que je reçois de tout cela, et encore une fois, nous n'avons même pas encore abordé l'interview explosive de Xavier Poussard, c'est que quelque chose s'est passé dans les années 80. Quelque chose s'est passé au milieu des années 70 et dans les années 80, Véronique Drew, Jean-Michel Trogneux, votre réapparition en 1986 en tant qu'enseignant, les mensonges que vous avez racontés, Sexy Claudia Schiffer, elle n'existait pas à l'époque. Vous ne voyez pas une femme avec des jambes irrésistibles, quoique les jeunes garçons ne pouvaient tout simplement pas attendre. Oh mon Dieu! Dieu, regarde ça! De quoi parlez-vous? Qui a sanctionné ces mensonges dans la presse? Qui êtes-vous vraiment? Et quelle est votre relation avec Emmanuel Macron? Quelle est la relation d'Emmanuel Macron avec vous? Quelle est la relation entre Emmanuel Macron et Jean-Jacques?